Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission du Petit Quart, l'émission qui décortique les processus créatifs et qui t'aide un petit peu à oublier le blues du dimanche soir. On revient après une très longue pause. C'est toujours Gab qui vous parle ce soir. C'est toujours Jay à la technique. Voilà, notre grand Manitou à la technique. Cette fois, je n'oublie pas de le toujours présenter le même. Merci. Dès le début de l'émission. Ce soir, on se posera la question de comment s'écoute un album. Un album, effectivement, ça s'écoute. Mais est-ce qu'on peut aussi dire que ça se vit, que ça se ressent ? Est-ce que ça peut venir nous questionner ? Est-ce que ça peut venir nous faire rêver ? C'est la question que s'est posée un jeune artiste montréalais pendant la création de son premier album, Onirhythmie, Rêverie Australe, Onirhythmie 1, excusez-moi, Rêverie Australe, un mot poétique qui fait écho à la rêverie de son protagoniste et à un esthétisme bien particulier, loin des musiques électroniques conventionnelles. Avec ce projet, Luminescu nous invite à une autre façon d'écouter, une écoute intérieure, sans début ni fin, guidée par l'émotion plutôt que par la logique rationnelle. Une expérience sensible, immersive et surtout profondément apaisante, et ça fait du bien. Bonsoir Luminescu. Bonsoir. Est-ce que tu as aimé cette entrée en matière J'ai adoré cette Est-ce que entrée c'était une bonne manière de résumer un peu ton projet ? C'est excellent. Ça ouvre la porte à justement un peu tout ce qu'on va aborder. Je suis ravi avec cette introduction. Eh bien, bienvenue. On est ravis de t'accueillir. Tu es le premier invité de 2026. On a beau être mi-février. Tu es le premier invité de 2026. Quel Alors, honneur. bienvenue. Merci. Tu ouvres le bal. Pourquoi on a voulu t'inviter ce soir ? Parce que toi, tu es un jeune artiste, DJ, producteur, organisateur d'événements montréalais. Exact. Connu sous le nom de Luminescu. Et tu sors ton premier album. Premier album. Tu as sorti. J'ai sorti. C'est sorti le 2 février. Ok. Officiellement, mais bon, voilà, on est dans les jours qui suivent, donc c'est toujours chaud. Ok, donc premier album, donc déjà bravo pour ça. Merci. Pourquoi ce titre, Onirhythmie 1, Rêverie Australe ? Alors déjà, j'avais l'intuition qu'il allait en avoir plusieurs. Ouais. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais onirhythmie, en fait, c'est un mot valise qui prend tout ce qui a trait à l'onirique, le rêve, et au rythme. Et donc, je suis même pas sûr que ce mot existe, mais je l'ai créé. Non, je pense que tu l'as inventé. Je pense que je l'ai mais inventé. c'est un très beau mot, c'est ce que j'ai dit juste avant dans la chronique, c'est un très beau mot, c'est très poétique. Je me suis beaucoup posé la question de comment l'appeler cet album, et finalement, c'est ce mot-là que j'ai retenu. Donc peut-être parce qu'il y en aura d'autres, et Rêverie Australe parce que ça correspond au contexte de création. J'étais en Australie et donc ça coulait de source que ce soit vraiment, on va dire, le lieu géographique même qui inspire ce nom-là aussi. Ça découle un peu sur l'autre question que je voulais te poser. Comment ça t'es parti de quoi un petit peu pour nourrir un peu tes idées musicales ? Alors, comment dire ? C'est un peu la combinaison de la thématique du rêve et du voyage en même temps qui ont fait sens et qui ont germé vers quelque chose de plus grand qu'un EP ou qu'un remix ou qu'une track individuelle, on va dire. C'est ça qui a nourri cette espèce de tout, en fait, d'entité. Et donc, je me suis dit, là, il faut que je fasse un album. Voilà, c'est vraiment le voyage et la thématique du rêve. Ok, et donc, parce que tu disais que, donc, tu parles de voyage, tu parles de rêve, mais comment ce voyage, il a influencé ce projet-là ? Alors, le voyage est parti, en fait, d'un moment où est-ce que j'avais du temps pour moi, j'avais aucune obligation de travailler en présentiel, etc. Et donc, j'avais vraiment envie de voyager. À ce moment-là, un ami m'a écrit en me disant qu'il avait une maison en Australie, que j'étais le bienvenu. J'ai pris un billet d'avion, j'y suis allé. Ça a été aussi simple que ça. Et pour ce qui est du côté, on va dire, du rêve, ça part d'un cours que j'ai eu à l'université. Un professeur qui venait de Paris toutes les semaines pour nous faire un cours de 2 heures sur les rêves. Relié un petit peu à tout ce qui était littéraire. Donc c'est pour ça, après, on parle un petit peu d'auteur, etc. Mais donc, ce cours m'a fasciné, en fait. Il m'a vraiment fait comprendre un peu les mécaniques du rêve, que ce soit la métamorphose, la translation. Tu sais, tu passes d'un lieu à un autre, tu ouvres une porte, tu es dans la jungle, après tu es dans un avion. Enfin, toutes ces logiques qui sont au final complètement abstraites dans les rêves. Et je suis quelqu'un qui rêve beaucoup aussi. Tu te rappelles à chaque fois de tes rêves ? Oui. Assez souvent ? Très souvent. Okay, très nice. Souvent. Et on va dire, pour ce cours-là, on était noté sur un carnet de rêves. Et j'ai eu une super note parce qu'il a adoré mes rêves.
J'ai mis des petits rêves érotiques, tout ça. Et, non, j'avais une super note et c'était un exercice en fait qui m'a fait prendre l'habitude de noter mes rêves au réveil, de m'en souvenir de plus en plus. Et là, je le fais un peu moins souvent, on va dire, mais c'est quelque chose que j'ai fait souvent pendant la création de cet album. Ouais. Et comment ce voyage-là particulièrement, ça, donc tu parlais de la thématique des rêves par rapport à ce cours que tu avais eu à l'université. Mhm. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est parce que l'album s'appelle quand même Rêverie Australe. Comment est-ce que particulièrement ce voyage, tu l'as dit, tu étais jeune, tu as découvert plein de choses pendant ce voyage, mais comment ça a influencé particulièrement ta manière de composer, de ressentir la musique là-bas? T'étais déjà... Tu tâtonnais déjà un peu la musique avant de partir en Australie? Absolument, ouais. J'avais déjà sorti pas mal de choses. Ce qui était chouette aussi, c'est d'avoir justement tous ces outils. J'étais à l'aise dans la compo déjà. Donc là, ça a été plus être inspiré par mon quotidien, tout simplement, au cours de mon voyage, même si c'était long pendant 10 mois. Quand on est en voyage, on n'est pas à la maison, on est en constant, entre guillemets, émerveillement, que ce soit des paysages, même des sons. Surtout l'Australie, j'ai été complètement ahuri par les sons qu'il y a dans la nature un peu partout. La première nuit où je suis arrivé, il y avait des bruits super bizarres. Le lendemain matin, j'ai demandé à mon pote, c'est quoi qui fait ce bruit-là? Est-ce que c'est un bébé qui pleure? Est-ce que c'est un chat? Il me dit non, c'est les corbeaux. Je dis d'accord. Vraiment pas les mêmes qu'ici. Donc c'est tout ça qui a été hyper stimulant mais c'est ça, c'est vraiment le quotidien. Ça va être peut-être une session de surf, une balade dans le bush ou ce genre de choses qui ont à chaque fois nourri cette créativité. En rentrant le soir à la maison, c'était Ableton direct et puis essayer des fois d'insérer des petites choses que j'avais enregistrées pendant la journée sur des idées que j'avais déjà commencées, etc. C'est vraiment toujours un jam, en fait, ma manière de créer. Faut qu'il y ait du fun. J'imagine que changer de lieu, ça nourrit à chaque fois. C'est complètement différent. Ta composition musicale, j'imagine, oui. Ouais, parce que ça donne envie d'extérioriser ce que tu ressens pendant ce voyage-là aussi, et donc d'en faire comme des clichés, mais audio finalement. Faire des portraits un peu de ce que j'ai ressenti et vécu là-bas. Et alors, tu as fait un bridge assez intéressant, parce que tu disais, j'écoutais des sons de la nature, j'écoutais le son du bush, puis après, j'arrivais, je me mettais sur Ableton, etc. Est-ce que tu as pris directement des sons de la nature, ou alors est-ce que tu arrivais à t'imaginer des choses et tu les reproduisais sur Ableton? Il y a un peu des deux. Il y a une partie de sound design où j'essaye justement de retrouver des sonorités que j'ai entendu dans la nature ou autre, mais j'ai beaucoup d'enregistrements de terrain. Je suis parti avec mon Zoom H6, qui est un petit enregistreur portable, et donc j'ai enregistré toutes sortes de choses, des oiseaux, beaucoup de choses dans les avions aussi. J'adore l'espèce de côté cabine avec cet espace hyper restreint, les annonces des hôtesses de l'air dans une langue étrangère. Enfin, c'est top. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une course de chevaux. J'avais jamais été à une course de chevaux de ma vie, mais au final, on a passé une super après-midi à faire tout sauf regarder les chevaux. Mais c'était assez incroyable. Donc j'ai enregistré des petites choses comme ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai enregistré d'autre? Des ambiances de plage, d'oiseaux encore. J'ai aussi enregistré mon ami Quentin, donc avec qui j'ai vécu pendant 10 mois, qui est un excellent joueur de didgeridoo. Et il s'est acheté un super didgeridoo pendant mon séjour, donc je l'ai un petit peu exploité. sur la track 4, en fait, c'est une take de 6 minutes 30, il a la respiration continue. Donc j'ai fait un enregistrement et j'ai construit la track autour de cet enregistrement. Donc disons que c'était souvent des enregistrements de terrain de l'extérieur qui ont après nourri la créativité. Ouais. Qui ont nourri la créativité. Et ça, ton voyage, c'était en quelle année? 2022 à 2023. Ok, ouais. Donc il a fallu quand même un parcours... Ouais. Ça a été avant qu'il soit terminé, ouais, ça a pris le temps. Comme le contexte de création en fait était là-bas, ça a été hyper compliqué de finir peut-être les derniers 20% qui manquaient. Ouais. Les petits détails, et puis voilà, se mettre en plein hiver pour bosser sur un truc qui respire le soleil, c'était
c'était peut-être un peu différent aussi. Et à l'époque, tu avais déjà les mêmes influences, parce qu'on en parlera plus tard, mais toi, tu es très influencé, t'es très influencé par la minimale, notamment la minimale qui vient de Roumanie. Ouais. On en parlera un peu plus tard dans l'émission pour décortiquer ce que c'est. Mais est-ce que tu avais déjà des influences? Tu avais déjà ces influences-là? J'avais déjà ces influences-là sur mes projets précédents, mais on va dire que celui-là, je me suis laissé je me suis mis beaucoup moins de contraintes. Parce que je voulais pas correspondre à une esthétique en particulier, à un public cible en particulier. Je voulais vraiment que ce soit moi finalement. Donc il y a des trucs qui vont peut-être sonner dans la compo un peu plus, un peu moins minimal au sens puriste du terme. D'autres trucs qui vont l'être totalement. Il y a un ou deux morceaux qui sont un peu plus ambiantes aussi. Donc c'est ça. Je voulais pas me cantonner à une esthétique et je voulais juste que ça fasse un récit avec des moments plus intenses et des moments un peu plus calmes aussi. Ouais. Et qui te ressemblent? Qui me ressemblent. Je propose, avant qu'on passe, parce qu'on va aller sur un biais plus conceptuel après. On va parler justement on va parler justement un peu des concepts que tu as mis derrière cet album. Parce que si tu es venu dans l'émission, c'est pas juste pour parler d'un album. Il y a des concepts derrière et il y a un peu une logique émotionnelle, vous verrez. Je propose peut-être qu'on mette un petit extrait, juste pour un peu... en plus, la chanson s'appelle Interlude, enfin Day for It, Interlude, entre parenthèses, et un peu pour illustrer un peu tout ce qu'on vient de dire et voir un peu... Il y a effectivement des enregistrements de terrain, des oiseaux, beaucoup de choses dans cette petite interlude. Exactement, qui illustre bien ce qu'on vient de dire. Ok, super. Et on se retrouve tout de suite après.
Ok, on se retrouve. Merci beaucoup de nous avoir partagé ta chanson, Luminescu. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Donc, on en a parlé un peu brièvement. Ton album, il y a derrière la conception de cet album, il y a des concepts oniriques. Ça parle de rêve, ça parle de temporalité, ça parle de poésie aussi, et tu fais relier des références littéraires et des concepts littéraires et des concepts imaginaires derrière. Il n'y a pas vraiment une logique rationnelle, mais la logique, elle est émotionnelle dans tes projets. Tout à l'heure, tu disais que tu avais eu une très belle expérience avec un prof qui te parlait des rêves. C'est quoi que tu cherchais à faire vraiment? Tu en as parlé un peu tantôt, mais c'était quoi vraiment que tu voulais faire un peu ressentir à tes auditeurs? Tu voulais les amener à comprendre quoi? Alors, je sais pas s'il y a vraiment un message à faire passer comme une morale ou un message universel ou comme il peut y en avoir dans certaines autres de mes œuvres ou quoi. C'est plutôt, comme tu dis, c'est plutôt émotionnel. En fait, j'ai envie que l'auditeur soit un peu plus dans le ressenti, dans le lâcher-prise. J'ai envie de pouvoir lui faire perdre la notion du temps. J'ai envie qu'il se retrouve dans un rêve en fait. Et donc pour ça, il fallait que je retourne au concept, aux mécaniques du rêve classique entre guillemets, pour essayer de réfléchir à comment les transposer en musique pour arriver à avoir des effets un peu similaires. Et c'était un peu un challenge aussi en fait pour moi de me dire comment je vais traduire une métamorphose en musique. Comment je vais traduire un déplacement soudain ou des choses comme ça. Et c'est ça qui a aussi encouragé un peu le côté ludique de la création de l'album. Mais tu fais référence par exemple à la très belle œuvre de Kafka, La Métamorphose. Est-ce que tu penses qu'une track justement, ou que quelqu'un qui écoute ta track peut se métamorphoser, ou peut être quelque chose à la base et puis à la fin ne plus être ça, un peu comme dans son livre Alors, ce serait un peu ambitieux de dire que ma musique pourrait transformer quelqu'un au sens propre, mais mettons, pour moi personnellement, ça m'est déjà arrivé d'écouter des morceaux et d'être une personne au début de la track et d'être une autre personne à la fin de la track, tellement cette track m'a bouleversé en termes de composition, en termes d'émotion, etc. J'espère en tout cas avoir fait ressentir ce genre d'émotion à mon auditoire. Mais je veux dire, parce que tu fais référence à cette œuvre-là, donc c'est que cette œuvre-là... Cette œuvre-là, elle t'a touché et elle m'a tu touché. voulais la faire... Elle m'a touché, mais disons que c'est plus par rapport à, encore une fois, aux mécaniques du rêve. Ok. Ou peut-être que pendant le même rêve, on va être en train de jouer une partie de golf et ensuite on va être un oiseau, tu sais. Et donc... c'était plus dans ce sens-là que par rapport à l'œuvre de Borges, du coup. Mais c'est ça, c'est vraiment une mécanique très fondamentale du rêve, la métamorphose. Même on peut tenir dans sa main une épée, soudainement une fleur, enfin... Et toi, tout se métamorphose. Tu voulais que la suite, tu voulais que ton album ressemble un peu à ça. Ouais. C'est-à-dire que chaque track soit un peu une sorte de métamorphose, que chaque track se ressemble, fasse un peu... C'est ça. En fait, j'ai essayé de le traduire avec des sons qui se métamorphosent tout au long de la track, avec un son qui va évoluer, on va dire se distorsionner ou prendre une autre couleur tout au long de la track. Et à la fin, ce sera plus du tout le même. Ouais, c'est plutôt dans ce contexte-là. Après, disons que le contexte de métamorphose en lui-même n'était pas central, comme ça a pu l'être dans son œuvre. Mais ça fait partie quand même des mécaniques qui m'ont fait réfléchir dans la compo. Ouais. Et tu fais aussi référence à une œuvre que je ne connaissais pas du tout, mais du coup tu m'as quand même... c'est bien parce que j'ai appris des choses en écoutant ton album. Tu fais référence à l'œuvre de Borges que je ne connaissais pas du tout. Ah non, oui, on parlait de Kafka. Oui, j'ai bugué. Kafka, je connaissais quand même. Oui. Mais tu fais référence au labyrinthe de Borges. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le concept du labyrinthe chez lui, c'est plus un concept au niveau de la temporalité. Alors, parce que je trouve que c'est logique, genre par rapport à, comme tu dis, les rêves qui se métamorphosent, qui changent, etc. Tu fais référence aussi à cette œuvre justement
qui se base sur la temporalité des choses, le labyrinthe, le chemin le chemin qu'on prend, il peut amener à une multitude de possibilités différentes. Exactement. Et on peut aussi revenir au point de départ, comme sortir du labyrinthe, comme se perdre. Et finalement, il voyait un peu le temps comme ça. J'espère avoir très très bien compris et révisé mon cours, parce que ça se trouve, je suis en train de dire n'importe quoi, mais je ne pense pas. Et lui, il voyait un peu la temporalité comme ça. Et en écoutant ton album, je suis arrivée à faire un parallèle avec justement cette œuvre-là, en me disant, bah oui, effectivement, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. J'ai même pensé un moment, parce que ton album va sortir en vinyle, je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'il fait référence au fait qu'un album ou qu'un vinyle ou qu'un EP, c'est circulaire. Il y a une musique de fin, une musique du début, une musique de fin, mais on peut l'écouter comme ça vient, de n'importe quel sens différent. Exact, plus ou moins. Non, par contre... Je dis exact pour la représentation du labyrinthe. En tout cas, c'était vraiment de cette manière-là que je le vois. Pour l'écoute de l'album, justement, j'ai essayé que les tracks ne soient pas prises de manière individuelle et que ça fasse plus un sens de l'écouter en entier. Ouais. Par contre, il y a ce côté cyclique où, si on le met en boucle, en fait, la dernière track enchaîne sur la première et c'est infini, en fait. Ça fait une récursivité infinie, ouais. Et c'est ça aussi que Borges aborde avec son labyrinthe, l'infinité de possibilités dans un chemin, comme tu dis, de se perdre, de se trouver. Il y a un côté mystique aussi au labyrinthe qui est inspirant, un espèce de labyrinthe mental. Des fois, quand on est dans un rêve, on est perdu, on ne sait pas où on va. Et ouais, c'est ça qui m'a vraiment inspiré. Mais c'est une œuvre intégrale. C'est-à-dire que c'est le rêve, la métamorphose, mais une œuvre intégrale Il faut quand même l'écouter. Ouais. Je pense qu'il est fait pour être écouté du début à la fin. Et après, certains morceaux, oui, peuvent être isolés, mais justement, il y a comme aussi une volonté dans les fins et débuts de morceaux qui est un raccord, d'essayer de faire une espèce de transition. C'est des groupes comme les Chemical Brothers ou Pink Floyd, entre autres, des petits noms. Exact. Quoi, qui m'ont inspiré. Comment Ou des fois, en fait, tu sais pas exactement, quand tu le lis en entier sur le vinyle, quand la track se termine et l'autre commence. Il n'y a pas cette coupure-là, cette seconde de silence. C'est ça que j'ai essayé de viser dans la compo, en tout cas. De toute façon, tu n'es pas le premier artiste. Il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent un peu. Ça, c'est un autre débat. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent aujourd'hui qu'avec les plateformes de streaming, en fait, que l'EP est complètement désarticulé. En fait, que les chansons deviennent un peu éclatées, qu'on les écoute comme ça de manière très singulière. Et finalement, c'est le cas de beaucoup de... Ah, depuis le MP3, presque. Ouais, c'est le cas de beaucoup d'artistes, mais tu sais, c'est le cas aussi par exemple, de rappeurs ou whatever, mais qui disent effectivement, moi, je travaille sur une œuvre dans son intégralité, dans son ensemble, qui doit être écoutée dans son ensemble. Et c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant d'avoir... Quand c'est isolé, sorti, ouais. Bon, après, c'est un autre débat, mais effectivement, l'ère du streaming... Non, mais c'est vraiment pertinent aujourd'hui. On voit des artistes qui font des tracks de 30 secondes, en fait, parce que plutôt que de faire un EP de 3 tracks, ils font un EP de 8 tracks découpés différemment. Ça fait plus de vues, ça fait plus d'argent. C'est un peu cette logique-là qui tue, selon moi, ce genre de projet un peu plus d'ensemble. Mais bon, disons que c'est pas trop ma finalité personnelle. Non, mais c'est intéressant que de préciser. Écoutez, moi je suis un artiste qui fait une œuvre globale et c'est intéressant d'écouter. Enfin, finalement, toutes les tracks se suivent un peu. Bon, je pouvais pas faire une track de 50 minutes. Mais non, mais il y en a qui l'ont fait. Mais effectivement... Mais j'aime faire des tracks longues en général. Disons que mes tracks sont souvent entre 8 et 12 minutes, ce qui n'est pas tout à fait dans la conformité actuelle, quoi, ouais. Non, c'est sûr. Mais en même temps, on l'écoutera un peu plus tard. En même temps, tes tracks ne sont pas basés sur une rythmique non plus conforme à la norme, sur des temps et des... Exact, il y a un morceau qui est composé en 7/4. Et une rythmique conventionnelle, ouais. Qui est en 7/4, et donc c'est vrai que je connais pas beaucoup de producteurs qui se lancent dans des signatures rythmiques différentes, dans ce style-là en tout cas. Et ça se danse.
Ça se danse. C'est plus compliqué à mixer finalement Oui. avec d'autres morceaux. Oui, c'est surtout ça, parce que ça se danse et ça se médite et ça se ressent, mais c'est surtout pour le mix, effectivement. Mais c'est pour ça que je me suis pas fixé de limite justement à je veux que mes morceaux soient mixés par des DJ, je veux que si ou j'ai fait un peu ce que je voulais. Ouais, c'est une œuvre, oui, c'est l'esthétique. C'est l'esthétique, l'expérimentation, le jeu finalement. Ouais. Et alors la troisième référence littéraire. Excusez-moi, je touche le micro. J'ai l'ingé son qui commence à me dire ne touche pas le micro, bon sang. Tu couperas si tu veux cette partie. J'ai cet horrible réflexe. Donc la troisième référence littéraire, c'est l'œuvre littéraire de Breton. Donc tout le livre qu'il a écrit autour du surréalisme, de l'inconscient et de la poésie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus cette notion littéraire? Alors. Et le rapport avec ton album, bien sûr. Oui. Alors en fait, non, Breton pour moi c'est vraiment un des pères fondateurs du surréalisme et donc j'ai toujours été fasciné par le surréalisme en général, que ce soit les dadaïstes, Dali. Je relie aussi une certaine forme de surréalisme au psychédélisme. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours inspiré dans ma création aussi. Et donc dans l'album en fait. On trouve des sons qui n'auraient jamais pu se retrouver de manière acoustique, naturelle, dans le même espace, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu acousmatique aussi, c'est d'avoir des sons, on ne sait pas trop d'où ils viennent dans certains morceaux, et qui sont en contraste, en fait, avec soit l'atmosphère autour, quelque chose de très électronique avec quelque chose de très acoustique. Essayer de créer ce genre de contraste un peu loufoque et des fois absurde, voire même abstrait. C'est un peu cette idéologie-là de Breton qui m'a inspiré pour la création. Ouais. Bah puis en plus c'est une belle sensibilité. Je sais pas s'il y a des grands sensibles ou des hypersensibles qui nous écoutent, mais je trouve ça beau de dire moi je mets, parce que le surréalisme c'est un peu ça, je ne mets pas l'accent sur une logique, je mets l'accent sur une émotion, sur un ressenti. Et c'est ce qui des fois fait un peu défaut. C'est aussi la différence entre les hommes et les femmes, ou alors la différence entre les grands hypersensibles et le reste du monde. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On met des fois vachement l'accent sur, c'est vrai. sur la logique, sur la rythmique, sur sur la structure. Sur ce qu'on attend, il faut qu'on... Et des fois, juste... On n'aime pas trop les surprises, mais moi j'aime les surprises. Ouais. J'aime surprendre. Et tout à l'heure, on parlait de structure musicale, c'est aussi un peu ça. Je trouve, c'est peut-être... Non, complètement. Je voulais un peu briser les codes aussi des morceaux qui sont faits pour être joués, comme on disait. De certains morceaux qui peuvent avoir une structure... comment dire, classique, couplet-refrain, couplet-refrain, ou drop dans la musique électronique. Et là, de faire quelque chose qui est plus comme un voyage d'un point A à un point B dans chaque morceau, qui est un peu une narration et des surprises, pas juste un drop où on va s'attendre exactement à la même chose derrière. Ben oui. Oui, exactement. Ben, c'est un peu, oui. Donc, du coup, totalement dans le concept d'André Breton sur le surréalisme. Et totalement dans cette logique ou totalement dans cette logique de narration émotionnelle un peu. Et il y a un morceau qui est touchant, oui, mais qui impacte beaucoup. C'est le morceau effectivement Hameçon Hameçoul, parce que c'est le seul morceau où il y a une voix dessus. Donc c'est la voix d'une écrivaine poète montréalaise, mais qui est aussi une très bonne amie à toi. Exact. Donc c'est Zoé Sauret Empereur, qui a écrit le recueil de poèmes Blasphème. Donc qui est une poétesse qui vit à Montréal et accessoirement amie de Louis. Mais elle attire parce qu'effectivement toutes les tracks sont juste sont une mélodie. Enfin, c'est juste de la mélodie. Et puis il y a cette track là où effectivement elle lit un texte. Absolument. Et elle a une très belle voix, elle a une voix très grave, très suave. Moi, j'aime beaucoup ce morceau. Et pourquoi est-ce que tu as voulu incorporer donc c'est un texte d'elle. Il n'est pas dans son livre, c'est ça que tu disais? Non, c'est ça. C'est un texte original, 100%, qui a été écrit, je crois, 15 minutes avant qu'on enregistre dans le Uber. Ok, nice. C'est sorti comme ça. Une espèce d'écriture un peu automatique et elle est très très forte pour ça.
sortir des textes puissants, hyper imagés et pour le coup vraiment en accord avec le thème de l'album. Je trouve qu'il y a quelque chose de très surréaliste, de très mystique un peu dans ses vers. C'est top. Et donc je voulais... c'était pas quelque chose... à la base, en fait, c'est quelque chose que je voulais faire moi-même. Ok. Jaillit ma voix. Donc, pour l'instant... Mince, et en plus, il fait une émission de radio. En plus, je fais une émission de radio. Non, mais j'ai toujours voulu travailler avec ma voix, lire des poèmes, par exemple. Comme je disais, j'ai écrit des carnets de rêves en Australie et tout ça. J'ai essayé de... Je suis inspiré pas mal par Jim Morrison, par exemple, dans sa manière de réciter, de déclamer. Et, je suis pas du tout satisfait du résultat quand je le fais moi-même. Donc, par contre, j'aime beaucoup travailler avec d'autres personnes et Zoé en fait utiliser partie. leur voix. Ouais. Et donc, Zoé, on s'était rencontrés, rapprochés un petit peu avant mon départ en Australie. Et on a beaucoup conversé en fait pendant mon voyage autour de la musique. Et on s'est fait un petit peu des plans de faire de la musique ensemble. Et quand je suis rentré, en fait, ça coulait de source qu'il y aurait une track avec une interlude et sa voix. Et donc, on a enregistré ça à mon retour. Ça a été hyper fluide comme processus. Ok. Oui, parce que j'allais dire, rejoints. Oui, c'est ça. Donc pour toi, dès le départ, tu t'es dit, il me faut une voix comme un instrument. Ouais. Il faut que je rajoute une voix. Je voulais qu'il y ait vraiment des vrais mots avec des unités de sens, autres que des sons, finalement. Ok. Ouais. Pour toi, ça, quand on l'écoute, vous allez l'écouter juste après, on dirait presque que ça vient sans un sens précis, en fait. On dirait presque que ça vient un peu... je te dis, comme tu aurais pu rajouter un autre instrument, comme tu aurais pu rajouter un synthé. Ouais. Sa voix, elle vient, Enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. C'est un ressenti très personnel. Après... Non, effectivement. Enfin, pour moi, la voix, c'est un instrument de toute manière. Et donc... c'est comme si on avait rajouté un peu de texture. Ouais. Tu vois, plus que... comment dire c'est plus... Ça ajoutait du relief, en fait. Je ne l'ai pas vécu comme un slam ou comme une chanteuse ou comme quelqu'un comme quelqu'un qui chante ou qui slammerait sur une track. Je l'ai vraiment vécu comme un ajout de texture, un ajout de quelque chose. Et pour quelqu'un qui, par exemple, ne parlerait pas français, je pense que ça renforce encore plus cet élément-là. Peut-être, mettons, si on ne comprend pas, je trouve que ça participe bien. Après, ce morceau-là, j'ai fait exprès de mettre la voix un peu plus en avant et la musique un petit peu plus en retrait pour faire un contraste, justement, par rapport aux autres morceaux. Et je suis très content du résultat et donc on a théoriquement de belles choses qui s'en viennent tous les deux sur un projet de duo. Et c'est un très très beau résultat. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. On peut refaire un petit break musical et comme ça vous aurez l'illustration de ce dont on vient de parler. Et voilà, profitez bien. La goutte glace, le rebord du rêve. Tout est grandiose ici, tout. Sommeil et se meurt en une mouvance onirique. Connais-tu le poison, l'image se dandine et s'efface à la dent de lion. Cristaux de crachin, la vie morceler s'amoncelle en un Eldorado cérébral. Fraude freudienne, mon mirage, sauvage comme le psyché, sauvage comme un visage sublime, comme une vision. Le poisson a mordu, l'hameçon, l'âme saoule. Dans la forêt sphaigne, là où fuient les sphinx. Là où l'espace-temps, sous la mousse s'immortalise. La mer glousse et mousse, l'éphémère, le tenace, l'indissoluble et l'indicible. D'autrui, de nous, le rêve est raisonnable. L'urgence d'éteindre, d'atrophier nos errances meurtrières. Tourne, tourne dans la tourbière,
dans un cloaque calcaire. Baptisé un piège, passif et pacifiste, la Drosera a dressé son armure sur du nectar. La trame est raide, roide et reine. Elle file comme une vague qui éclate en suspense. Suspends-moi le doute sur une corde à singe. On meurt comme on mord à l'hameçon. L'âme saoule. Ok. Ok, on est de retour. On espère que vous avez beaucoup apprécié écouter ce morceau. Moi, j'aime beaucoup ce morceau, donc je suis très contente qu'on ait pu le passer. Merci en tout cas, Louis, aussi pour les partages. Merci à vous, un petit big up à Zoé au passage. Ben oui, on l'embrasse. Elle était d'ailleurs, bah oui, enfin, si vous nous suivez depuis le début, petit disclaimer, vous étiez déjà venu. Toi, t'es venu dans 2 émissions. Oui. T'es venu pour la French Touch et t'es venu pour l'émission sur Détroit. Et Zoé était venue, première artiste féminine à être venue dans le Petit Quart. C'était Zoé Soré, empereur, pour l'émission sur Détroit. Bref, petit disclaimer fait, donc on vous embrasse, invité de la première heure. Voilà. J'espère qu'on vous a pas trop perdu avec les concepts intellectuels. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant de voir que derrière une œuvre musicale, il puisse y avoir autant de concepts intellectuels, littéraires, oniriques, il puisse y avoir de la poésie. J'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu plus de concret, c'est-à-dire un peu plus du processus de création en tant que tel. Comment est-ce que, t'en as parlé un petit peu, t'avais pioché des sons dans la nature, etc. Mais comment est-ce que tu construis un morceau concrètement ? Imagine-toi le raconter à un repas de famille à ta grand-mère le dimanche. Oui, c'est une IA, de toute façon, moi, j'ai rien fait. C'est ChatGPT. ChatGPT plus, faut payer. Oui, faut payer. Non, plus sérieusement, comme on disait tout à l'heure, c'est souvent donc, des enregistrements, il faut que j'ai comme une idée, un thème pour un morceau. Donc, des fois, j'ai un titre qui me vient avant même d'avoir composé quoi que ce soit. Ok, cool. Et c'est ça qui va m'inspirer dans la création, mais c'est toujours du jam au départ. C'est le point de départ du processus de création. Je veux jammer. Je pars sur une boucle, un rythme, une texture, n'importe quoi. Puis après, je vais essayer d'ajouter des petits coups de pinceau à droite, à gauche, jusqu'à avoir quelque chose qui me plaît. Et souvent, rendu là, en fait, je déconstruis. Je mets ce passage-là au milieu et je vais déconstruire vers une intro et vers une outro, en fait. Ok. Ça se passe pas exactement comme ça à chaque fois, mais souvent, quand je suis satisfait de quelque chose, plutôt que d'en rajouter, je vais soustraire dans l'autre sens, en fait. J'avais l'impression de mettre beaucoup de choses dans mes morceaux avant et j'ai découvert qu'en faisant ça avec cet album, ça marchait bien. Parce que moi, je produis pas, donc c'est vrai que j'imagine que, comme tu disais, avoir des tracks qui sont déstructurés, alors pas déstructurés au sens, mais déstructurés au niveau de la musicalité. Enfin, comme tu disais, il n'y a pas vraiment de structure. Je les ai construites pas vraiment sur du 4 temps ou sur du... Pas toutes. Et je me disais... Comment est-ce qu'on produit ça ? Est-ce que c'est plus difficile que d'avoir justement, tu sais, ta bass, tes 64 temps de bass, de rajouter juste tes hi-hats par-dessus, et puis tu vois, est-ce que c'est plus difficile ? Je pense pas que ce soit plus difficile, Okay. C'est juste très différent. D'accord. En fait, j'ai quasiment jamais eu de machine ou autre, donc en fait, j'ai pas ces espèces de carcans de 32, 64. Ok. Bien sûr qu'après, je les respecte pour certains morceaux que j'ai envie qu'ils soient mixés, etc. Mais sinon, j'y vais un peu plus au feeling avec un 32, un 32. Après, ça va changer un petit peu de décor. Et pour ce qui est du 7/4, là, ou des signatures rythmiques un peu différentes, ça part d'un exercice. En fait, j'aime beaucoup partir d'exercices aussi, des fois, d'un tuto, d'une technique ou de quelque chose qu'après je vais expérimenter.
Et là, j'ai juste bidouillé dans Ableton, en fait. Le 4, je l'ai mis sur 7. Et puis, ça change, ça change la grille, en fait. Et à partir de là, tu te dis, bon, ben, où est-ce qu'on peut placer les hi-hats, justement, les éléments habituels sur cette grille-là pour que ça sonne, que ce soit quand même un groove qui n'est pas trop cassé non plus et qu'il soit écoutable, finalement. Et alors, alors ça, c'est vraiment la question à 1 milliard de chaque artiste. Comment est-ce que tu sais qu'un morceau est terminé ? Bip. Il est jamais terminé. Il est jamais terminé. Je crois que c'est la même réponse à chaque artiste. Tu vois, est-ce que genre, est-ce que tu fais écouter aux gens alors que c'est pas vraiment fini ? Est-ce qu'au contraire, t'as dit non, je veux faire écouter à personne, j'ai trop honte, tant que je suis pas sûr de moi, je veux pas. Tu sais, comment t'arrives à te dire ça c'est écoutable ? Pour répondre à ta première question, ouais. Oui, je te pose ces 2 questions en une, ouais, pardon. Mais elles sont très reliées aussi. Et en fait, là, par exemple, pour l'album, il y a un moment où je me suis dit, les arrangements sont bons, les idées me plaisent, je suis satisfait. Oui, il y a toujours un détail à régler, il y a toujours un ajout potentiel, un petit truc qui va pas, un petit... Mais justement, je voulais pas trop me concentrer sur ce genre de petits détails et imperfections, parce que je trouve que c'est ça qui fait qu'il y a une âme dans un morceau, un petit truc qui devrait pas y être, mais finalement qui y est, ou au contraire quelque chose qui y est pas à un moment où on l'attendrait. Et j'aime pas trop avoir quelque chose de trop parfait non plus, ça correspond pas à ma vision d'une track terminée. Et je pense qu'il faut juste se dire à un moment un deadline. Là, c'est terminé, on l'envoie au mastering, et puis c'est fini, ce sera ce que ce sera un témoin de mon parcours musical à ce moment-là. On en fera un deuxième, c'est pas grave, il sera mieux, on s'en fout. Ouais. c'est un peu ça l'idée de... Parce que sinon on peut tourner en rond pendant des années et puis mais c'est intéressant jamais ce que sortir. Tu dis, parce qu'il y a plein de gens qui justement... Je pense que c'est le plus gros frein à la créativité, de chercher cette perfection, ces petites bêtes dans chaque morceau. Cette petite fréquence à 320 Hz, je sais, non mais c'est intéressant parce que tu as des gens qui n'arrivent pas à se sortir de ça par moment et qui du coup tournent un peu en rond sur des petits détails, etc. Toi tu arrives à te dire ok, non là j'envoie. Il y a quelque chose que mon ingé son m'a dit qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que la personne qui va écouter ta musique ne sait pas ce que tu avais dans la tête à la base. Donc en fait il n'y a que toi qui sais que ce hi-hat là il va pas bien, alors qu'en fait la personne va peut-être l'apprécier tout simplement parce que elle n'est pas dans notre tête. Donc, ouais. Et puis, on va dire que avec les réseaux et tout ça, les gens ont un peu moins d'attention disponible. Donc, je suis conscient que personne va écouter mon morceau 14 fois dans le noir avec des écouteurs. Donc, en fait, faut pas trop s'accrocher aux micro-détails. Le plus important, c'est de terminer des choses, c'est d'avancer, de continuer à construire et à s'améliorer, en fait. Et est-ce que tu t'es aidé, par exemple, est-ce que tu as envoyé le projet ou en te disant... Ah oui, ça c'est la deuxième question du coup. Est-ce qu'il n'y a que moi qui l'ai écouté du début à la fin ? Est-ce que tu arrives à faire écouter des tracks en plein milieu ou les projets en plein milieu ? Alors, vers la fin, on va dire, une fois que les morceaux sont finis, quasiment 80-90%, même si c'est pas mixé, masterisé, j'ai fait écouter un petit peu, mais un petit cercle, tout petit cercle... plus tôt dans ma carrière, même au début, on va dire, dès que je terminais un morceau, je l'envoyais à 1 million de personnes, mais ça sert à quoi d'avoir 1 million de feedback, surtout que les gens... c'est que des feedbacks différents. Ouais, puis quelqu'un te dit, ouais, ton kick, je suis pas trop fan, mais qu'est-ce qu'on va faire alors ? On va le changer. Enfin, c'est contre-productif, et je pense que d'avoir vraiment un ami qui est très très bon dans la production, à qui on peut l'envoyer, ça c'est top. Un ami qui connaît que dalle, ouais. Qui peut te donner en fait un ressenti sur l'émotion et ça c'est intéressant, et sur une écoute hyper neutre et pas entre guillemets professionnelle, oui. Tu vois. Pas écoute active, juste écoute émotionnelle. Tiens, mets-le dans la voiture, tu me diras ce que t'en penses, et puis là ça permet d'avoir peut-être une vision ou un réconfort, ou au contraire renforcer un point qu'on pouvait avoir. Mais non, je l'ai pas fait beaucoup écouter. Après, je le fais écouter aussi aux personnes avec qui bossent sur le projet. Par exemple, Zoé, tout le long, elle a eu les versions 1, 2, 3, 4, 1000, tout ça. L'ami avec qui j'ai fait la track avec le didgeridoo, c'est pareil. Au fur et à mesure, je lui ai envoyé un peu la progression. Mais sinon, j'ai un peu tout gardé pour moi. Je voulais pas être aussi influencé par
par du feedback en fait. Je voulais faire mon truc. Et une fois que c'est quasiment fini, c'est que je ne pouvais plus revenir trop en arrière. Là, je l'ai partagé un petit peu, mais sinon non, je voulais garder un peu une surprise quand même. Et alors, ton album, donc il est sorti sur le label Archipel. Oui. Archipel Musique Canada, qui est le label de FIC. Oui. Alors, pas la Fédération des infirmiers du Québec. Non. Mais bien FIC, PH2EK, mon syndicat. Donc, FIC, PHEEK, qui est un artiste canadien. Oui. Canadien. Québécois même, oui. C'est ça, hein, qui a un gros retentissement international parce qu'il a participé. Alors moi je connaissais plutôt, je te dis, les artistes avec qui il a collaboré, notamment Matteo Murphy, des mecs assez pointus en matière de techno, des artistes canadiens assez pointus. Et c'est lui qui a aussi masterisé ton album. Absolument. Il a mixé également en analogique avec une superbe console, la AM1 de... Je me souviens plus la marque, enfin... Je travaille avec lui en fait depuis ma première sortie, donc on se connaît super bien. On n'a quasiment plus besoin de se parler quand je lui envoie un projet. En fait, je reçois une version et c'est très rare que je lui demande des retouches. Ça va faire quasiment 10 ans qu'on bosse ensemble. Mais comment tu avais rencontré un mec comme FIC à la base ? Via la traduction, mon ancien métier à la base. J'ai traduit les articles de son blog de musique électronique pendant quelques années. Et donc, on s'est rapprochés de cette manière-là. Et puis au départ, après, en fait, j'allais avec lui en studio pendant qu'il mixait mes tracks au début. Ça me permettait d'apprendre beaucoup aussi, de comprendre beaucoup de choses. Je n'étais vraiment pas bon en fait dans le ménage des fréquences et que pour que ça sonne bien, je me concentrais sur la création, j'allais le voir. Et puis lui, c'était un peu le magicien derrière qui faisait le ménage. Et grâce à lui, du coup, j'ai appris énormément et de plus en plus, mes morceaux sonnent... de plus en plus propre, entre guillemets, de manière naturelle. Et effectivement, il a fait un taf incroyable sur le mixage et mastering. Et ce que j'aime beaucoup en bossant avec lui, c'est que je lui laisse aussi carte blanche sur ce qu'il peut faire sur mes morceaux. S'il veut rajouter une reverb sur une hi-hat parce qu'il trouve que c'est une bonne idée, ben je lui donne carte blanche, en fait. Je lui donne carte blanche. Et comme beaucoup d'artistes, en fait, je pense que cet album ne serait pas ce qu'il est sans lui, finalement. Parce que j'imagine que c'est pas lui qui fait le mastering de tous les projets d'Archipel, c'est parce que c'était ton ami. Si. Ah si, c'est lui. Archipel, en fait, c'est le fondateur d'Archipel. Mais je pensais pas qu'il faisait le mastering de tout. Il a fait le mastering de, j'imagine, tout le catalogue, ou au moins une partie du catalogue plus récent, sur au moins les 10 dernières années, je dirais. Ouais. Et alors, j'allais te demander, parce que ça aussi, ça peut être intéressant, là vraiment, c'est pour les profanes qui nous écoutent, parce qu'en fait, quand tu finis des tracks ou quand tu finis un EP, il est de coutume, on va dire, d'envoyer ça à un sound designer, un master... Ouais, un ingénieur du son. Ouais, un ingénieur du son. Cherchez le mot, je l'avais pas en français, un ingénieur du son, pour que lui fasse le mastering et le mixage. Tu envoies pas ton album tel quel. Tu peux. Alors après, il peut y avoir des maquettes qui peuvent être envoyées pour donner une idée, disons, au label de ce que ça peut donner. Il y a des labels qui veulent absolument que les morceaux soient masterisés par leur ingénieur du son. Mais moi, tout ce que j'ai sorti, peut-être une exception près, depuis le début, peu importe le label où c'est sorti, c'est FIC qui a bossé sur les morceaux. Ouais. Et donc j'imagine que tu choisis aussi, quand tu es un artiste quand t'es un artiste émergent qui sort ton album, j'imagine que tu choisis aussi ton label et tes sound designers aussi un peu en fonction de ton esthétique musicale et en fonction de ce que t'aimes. Oui. Est-ce que des fois il y a des sound designers qui te rendent tes tracks très différentes ou c'est des fois un peu... c'est du détail? Ça dépend des fois. Comme j'ai déjà bossé donc, plutôt sur le projet techno, ouais. Où là j'ai pu bosser avec d'autres personnes que FIC. Ou des fois, en fait, ça va juste être mettre aux normes de l'industrie en termes de volume, de niveau, de mixage. C'est vraiment des normes toutes bêtes et méchantes. Et donc là, mes tracks vont sonner exactement pareil. Ça va juste être ajusté un petit peu en termes de volume. Avec FIC, au contraire, c'est ce qu'il appelle un mixage, un mastering coloré. Donc, les consoles, les outils qu'il utilise vont colorer plus le son, lui donner un grain caché que moi je veux justement, que je recherche. C'est pour ça que c'est top de travailler avec lui plutôt que
un ingé son qui va rendre un travail plus transparent finalement comparé au coloré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, bah parce c'est ça en fait. Chaque label a vraiment son esthétique sonore. Enfin, bah si. J'allais dire que ça dépend quel label. Si, bien sûr que si. Chaque label, surtout des labels comme ça qui sont très niches dans ce qu'ils proposent quand même, ou dans des styles bien particuliers. Chaque label a son esthétique musicale propre. Et effectivement. Et je pense que c'est la première des choses ta DA, quoi, ta direction artistique. À réfléchir, entre guillemets, avant d'envoyer quoi que ce soit à un label, parce que si tu envoies un morceau de techno à un label house, en fait... oui, c'est sûr que... il y en a qui essayent, il y en a plein qui essayent, mais ça, justement, c'était Fik qui me disait qu'il reçoit énormément de démos, mais des fois, c'est de la pop ou de la soul, en fait, ça va pas aller. Ouais. Il n'y a rien contre le morceau peut être super, mais c'est ça, le label a toujours une DA. Il m'a quand même confié que sur un ou deux morceaux, ça sortait un petit peu de sa zone de confort. Okay. Mais qu'il était ravi quand même du projet, bien sûr. Et en fait, c'était plutôt dans l'autre sens où tous les morceaux où on avait travaillé ensemble en fait, étaient pour d'autres labels. Et un jour, il m'a dit bon, alors, c'est pour quand l'album pour Archipel? Je lui ai dit je sais pas pour quand, mais ça va arriver. et donc, une fois que tout était terminé, je lui ai envoyé. Puis ça a été validé assez vite. Ah, c'est super cool. Bah oui, c'est super cool, surtout si c'était un ami à la base. Alors, c'est un label c'est un label de minimal, micro house et techno. Toi, par exemple, tu adores. Et avant de te connaître, par exemple, je ne connaissais pas du tout cette branche-là de musique. C'est quand même assez niche. Mais il y a quand même un style en plein essor. Et qui fait partie de ton esthétique artistique, c'est la minimale roumaine. D'ailleurs, c'est pas... Ouais, la minimale, pour les connaisseurs. La raw minimale. Ah ouais. La raw minimale. Mais c'est un peu... Vous connaissez un peu parce que moi, Rachel, je le connaissais. Des mecs comme ça, je les connaissais, mais plus parce qu'ils buzzent un peu sur Instagram de par... Le fait qu'il mixe un peu... Comme tu disais, c'est plus qu'en plein essor, j'ai l'impression. Là, ou Ricardo Villalobos, par exemple, qui n'est pas roumain, mais qui... Il y a des gros articles sur des médias, on va dire, type Rolling Stone, etc. Quand même, là, cette année, j'étais assez surpris de voir que cette musique électronique un peu niche explose à ce point-là dans le monde entier, finalement. Tu arriveras à nous résumer un peu cette esthétique pour les gens qui ne connaissent pas du tout? D'ailleurs, Luminescu, c'est clairement un hommage à... Je me rappelais plus ce que ça voulait dire, mais ton nom de scène, déjà... Ouais, c'est clairement un hommage à ce style-là. Et aussi au poète roumain que j'affectionne. Donc j'ai pris la racine latine de mon prénom, Louis, qui se dit lumineux en roumain, et le escu pour faire un petit clin d'œil aux terminaisons des noms roumains. Et d'ailleurs, pas mal de Roumains pensent que je suis roumain. Désolé pour ça, les gars. J'aime juste votre musique. Mais non, c'est clairement un hommage et un clin d'œil à cette musique-là qui m'a fait sortir en fait de ce que je faisais à la base, qui était plus techno, free party, on va dire. Je viens de ce milieu-là. Et de découvrir la minimale roumaine, ça m'a fait complètement reconsidérer. Là, pour le coup, c'était une vraie métamorphose d'artiste. Ça m'a fait vraiment... me renouveler, ouvrir mon horizon de possibilités de création. Je ne pensais pas que c'était possible de faire donc une musique avec une esthétique aussi épurée, finalement. Tu parlais de micro-house tout à l'heure. La micro-house, en fait, c'est du micro-montage de micro-samples avec des grooves un peu jazzy. Et donc, les Roumains sont inspirés de ça pour faire des morceaux interminables, très, très progressifs hypnotique, presque un peu. Très hypnotique. Mais pas du tout comme la Psy, pas du tout comme... Non. C'est très particulier, vraiment. Disons que la Psy, justement, c'est... comment dire, c'est l'inverse de subtil. C'est pas, je voudrais pas dire un mot négatif parce que j'adore la Psy aussi. Mais disons que c'est frangeux. C'est frangeux comme style. Il y a des montées très explicites, des bruits des risers, des machins, des drops qui pètent fort, etc. Et c'est un peu la volonté inverse, la minimale roumaine, je trouve, c'est d'arriver à hypnotiser sans des drops, peut-être par la soustraction plutôt que l'addition, etc. De surprendre différemment, la répétition, mais en même temps, chaque mesure est différente. Il y a toujours un détail un petit peu différent. Et moi, c'est cette précision et
Et cette fascination de me dire, mais le mec, en fait, sur 8 minutes, il a modifié l'intensité de son petit coup de cymbale à chaque truc. Il y a un côté vraiment humain, alors qu'en fait, c'est des machines. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais il y a un côté beaucoup plus humain que dans les autres styles de musique électronique. On dirait des fois que c'est un vrai batteur, tu sais, qui est derrière, ou même en rajoutant pas mal de grooves dans les machines, c'est beaucoup moins carré. C'est subtil. C'est subtil. C'est subtil. Et puis la fameuse phrase « less is more », c'est un peu ça l'idée. Est-ce que juste avec 3 pistes sur le logiciel, on va arriver à faire un morceau qui est suffisamment intéressant et qui transmet autant d'émotions qu'un morceau avec 200 pistes, en fait. Mais allez, écoutez, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment le plus connu, c'est quand même Ricardo Villalobos, c'est ça. C'est un peu le fondateur du genre qui a pris sous son aile les 3 grands Roumains, Rareș, Petrin Spirescu et Radu, qui eux sont maintenant les 3 superstars et maintenant la moitié de la Roumanie fait de la minimale, et je pense que c'est aussi Ils sont très connus sur Instagram pour leur set un petit peu... Leur set interminable. C'est le personnage aussi. Ricardo Villalobos, c'est beaucoup le personnage. On dirait pas, mais il sait ce qu'il fait. Hein, c'est une boucle infinie, mais il sait ce qu'il fait. Non, il sait ce qu'il fait. Comme tout artiste, il y a des bonnes et des moins bonnes performances, mais disons que c'est chouette aussi d'aller à l'encontre de ce qu'on fait aujourd'hui, des sets d'1 heure. Je trouve que ça a tué un petit peu l'industrie du DJing en général. En 1 heure, tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit. Le temps que tu te mettes à l'aise, ça fait déjà un quart d'heure. Le temps que tu joues 3 morceaux de plus, enfin, c'est déjà presque la fin. Tu peux pas vraiment raconter une histoire avec autant de contraste et de profondeur qu'avec des sets de 4, 6, 8 heures des fois. Moi, j'aime bien jouer pendant des dizaines d'heures, ouais. Et c'est quoi la chose qui est la plus difficile quand on fait un album? Genre, qu'est-ce qui t'a mis un petit peu en difficulté pour la création de cet album? Le terminer. Le terminer. Donc, non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, le terminer, le fait de sortir un peu du contexte, ça m'a fait procrastiner beaucoup autour de la finition finalement. Donc ça, je crois que ça a été le plus dur. Après, ça a été la conceptualisation de la sortie, le visuel, comment on allait faire la com, sous quel format. Il y a un vinyle qui devrait arriver sous peu aussi. Ça me tenait beaucoup à cœur d'avoir un objet physique pour cette sortie-là. C'est de penser à tout ça, en fait, ce qui n'est pas la création, finalement. Parce que la création, c'est la partie fun, c'est la partie, on va dire, naturelle du truc. C'est tout le reste qui est un peu plus difficile, je trouve. Que tu découvres pas vraiment, mais si, quand même, quand il y a un album, t'es obligé de le penser différemment. C'est pas juste une story sur Insta et puis voilà. Ouais. On a quand même envie que ça arrive aux oreilles des gens de manière agréable, que ce soit pas non plus du martèlement sur les réseaux. Donc là, je suis très heureux d'avoir pu faire une petite émission de radio aussi. Ça fait découvrir un petit peu le behind the scenes. Donc tout ça a payé. Je suis très content. Et est-ce que tu as appris des choses sur toi? Oui. Déjà que tu pouvais le faire. Déjà que je pouvais le faire, que je pouvais faire un album, que j'avais envie d'en faire d'autres. Ouais. Oui, c'est pour ça que tu l'as appelé Onirythmie 1. Ouais. Donc petit spoiler, je pense que le 2 ça s'appellera Rêverie boréale. Ok. Et que donc on va avoir des sons qui vont être enregistrés plus ici en Amérique du Nord, dans le froid. Peut-être des petits bruits de pas dans la neige, peut-être de la glace qui craque au printemps, ce genre de choses. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Que j'ai envie de faire du live aussi. Que j'ai envie de pouvoir raconter ces histoires-là de manière plus fluide qu'avec un DJ set, en fait. De jouer mes trucs. J'ai mixé pendant presque 15 ans. Je pense que de finir cet album-là, ça m'a vraiment... ça a fini de me décider de faire du live. J'aime beaucoup en faire, mais là, ça va être la prochaine étape. Je pense que c'est vraiment cet album qui a déclenché ça. Et puis... quelle était ta question? Ben, c'était ça. Okay. Et parce que j'allais te dire et la suite, mais la suite, tu viens de nous le dire. Donc la suite, donc ça c'est par rapport à cet album-là. Sinon il y a des belles choses qui arrivent aussi très bientôt. Ma première track officielle sur un vinyle qui arrive ce vendredi avec Soham Records. Il y a un morceau pour le collectif Mood Swings aussi qui va sortir autour de
mai. C'est une super initiative. Les bénéfices vont retourner à Cactus. C'est une association de réduction des risques à Montréal. J'aime toujours aussi que la musique fasse un petit peu de politique. Ça a toujours été ça le but aussi. Et j'ai un EP qui devrait sortir autour d'octobre chez Soham Records aussi. Ah, tu chopes pas? Non, voilà. On a des choses dans le chapeau encore. On s'occupe. On s'occupe. Et donc voilà, le deuxième album j'ai déjà commencé à bosser dessus tranquillement. Ben écoute, on te souhaite... c'est ça, j'allais dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Mais de la musique, du live à fond. Et beaucoup de rêves. Et beaucoup de rêves. Ben merci Louis d'être venu, c'était super intéressant. Merci à vous pour votre accueil légendaire comme toujours. J'espère que tu as aimé, c'est cool d'avoir un artiste qui peut s'exprimer un peu plus longuement sur son œuvre et tout. Vraiment, c'était chouette d'avoir tes questions. Ça m'a fait repenser un peu à tout ça et replonger dans le processus, c'était très agréable. Puis nous, on est toujours super contents d'avoir des artistes émergents. On aime interviewer des gens, on aime voir ce qui bouge dans le monde de l'art à Montréal. Moi, je suis toujours friande de jeunes gens dynamiques qui montent, qui fourmillent d'idées et de projets. C'est toujours super. Ça nous fait vraiment dire que la culture n'est pas morte et que la culture ne mourra jamais. On sera là. Et qu'on sera là toujours pour monter 1000 projets à l'heure. Et en tout cas, merci d'être venu. J'ai beaucoup aimé. C'était très touchant. Ben, merci beaucoup à vous deux. C'était très cool. Merci à toi, Louis. Surtout aux techniciens. Merci Jay pour cette émission. Il s'est retenu toute la session de vous envoyer des petits sons. Bon, en tout cas, Louis, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci d'être venu. Merci et puis à très bientôt. Merci à vous tous d'avoir écouté. Bonne soirée. Comme d'habitude, on sera disponible sur YouTube, sur Spotify, sur choc.ca. Et voilà. On se dit à la prochaine. Et on se dit à la prochaine fois. Ça marche. Avec plein de nouveaux invités et plein de nouvelles surprises. On vous embrasse. Et on vous laisse avec la découverte du Continuous Mix de Louis. Exactement. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépendamment au moment auquel vous nous écoutez. Allez, ciao. Bye bye, gros bisous, ciao.
efface le rebord du rêve. Tout est grandiose ici, tout. Sommeil et se meurt en une mouvance onirique. Connais-tu le poison, l'image se dandine et s'efface à la dent de lion. Cristaux de crachin, la vie morcelée s'amoncelle en un Eldorado cérébral. Fraude freudienne, mon mirage, sauvage comme le psyché, sauvage comme un visage sublime, comme une vision. Le poisson a mordu, l'hameçon, l'âme saoule. Dans la forêt sphaigne, là où fuient les sphinx. Là où l'espace-temps, sous la mousse s'immortalise. La mer glousse et mousse, l'éphémère, le tenace, l'indissoluble et l'indicible. D'autrui, de nous, le rêve est raisonnable. L'urgence d'éteindre, d'atrophier nos errances meurtrières. Tourne, tourne dans la tourbière, dans un cloaque calcaire. Baptisé un piège, passif et pacifiste, la Drosera a dressé son armure sur du nectar. La trame est raide, roide et reine. Elle file comme une vague qui éclate en suspense. Suspends-moi le doute sur une corde à singe. On meurt comme on mord à l'hameçon. L'âme saoule. Ok.